Bonsoir à tous, bienvenue sur le plateau Equinox, votre décryptage quotidien de l'actualité de lundi à vendredi entre 19h et 21h. Madame, Messieurs, pour la seule journée de mardi 7 avril 2020, 3 autorités, ministres et magistrats municipaux ont pris des décisions allant dans le sens du port obligatoire du masque. Pour le ministre des Transports, Jean-Ernest Masséna Galé-Bibé, tous les usagers de transport public devront arborer obligatoirement le cache-nez avant l'accès à bord de tout mode de transport en commun. À côté de cette mesure, les maires du 2e et 5e arrondissement de Douala interdisent l'accès dans les marchés et commerces de leurs arrondissements respectifs aux commerçants et aux usagers qui n'arboreraient pas les masques. Des mesures qui, on l'espère, permettront de faire reculer l'épidémie au Cameroun. Le docteur Manaouda Malachi annonce ce jour 27 cas positifs, ce qui porte à 675 cas du nombre de personnes testées positives, contre 43 cas de guérison. Madame, Monsieur, tout à l'heure à 20h, c'est la grande édition d'information qui vous sera présentée par Cédric Noufelé. Tout de suite après, ce sera le débrief du journal et tout de suite, c'est le fait du jour. Coronavirus, entre études comparatives des stratégies de riposte. Pour en parler, je suis en plateau ce soir avec Mephisto Ndi. Bonsoir Mephisto. Bonsoir Serge Alain. Bonsoir à mon compagnoniste. Bonsoir à vos nombreux téléspectateurs. Je profite d'ailleurs de cette prise de parole pour remercier le travail hautement professionnel que vous abattez dans votre média, même si certains individus caractérisés par une intolérance autoritaire veulent absolument dépeindre sur ce travail que vous faites. J'ai tenu ce jour, on ne le dit peut-être pas souvent assez, j'ai tenu à vous féliciter et à vous rendre un vibrant hommage pour ça. Surtout à vous, Serge Alain. Non, ils sont là nombreux derrière. Ils sont là, c'est vrai, Touban, Abega, il est là également. Oui, bien. Dipanda, Raphaël Dipanda, Marlis Mikoumou, Lunjoki Yankwa, ils sont tous là. Il y a une grosse équipe derrière moi. Bien sûr qu'il y a une grosse équipe. Vous savez, malheureusement, nous qui vous suivons dans les médias, on voit très souvent le présentateur. Parfois, on a tendance à oublier, à tort, à oublier ceux qui abattent aussi un travail exceptionnel derrière. Donc, je tenais absolument à vous féliciter pour ça et à dire, allez de l'avant. Voilà, merci. En face de vous, il est là, Willy Kenyé. Bonsoir. Bonsoir, c'est Chalin. Je rappelle que vous êtes enseignant, Mephisto. Oui, je suis... d'abord ceci, voilà. Oui, je suis enseignant. Voilà. Merci. À vous, Willy Kenyé. Prenez également ça. Voilà, bonsoir Willy Kenyé. Bonsoir c'est Chalin. Je voudrais déjà vous dire merci et vous remercier encore pour l'opportunité que vous offrez aujourd'hui aux conducteurs de mototaxi. Vous savez, il est souvent difficile d'honorer ce secteur d'activité. Beaucoup croient que nous n'avions pas aujourd'hui notre mot à dire et surtout que la plupart des personnes qui sont exposées aujourd'hui contre cette pandémie sont des transporteurs et conducteurs de moto. Je voudrais vous en féliciter parce qu'aujourd'hui, vous avez eu un nouveau-né. Je voudrais vous dire peut-être merci. Et permettez-moi aussi de rendre un vibrant hommage à tous les milliers de médecins qui en ce moment donnent leur vie, donnent tout leur savoir pour que les Camerounais et que le monde entier puissent en bénéficier. Il est souvent difficile, certains ont peut-être à un certain moment dit, c'est souvent fier, on est fier d'être médecin, mais au jour d'aujourd'hui, c'est tellement difficile pour ces médecins-là qui sont au four et au moulin pour sauver des vies. Voilà, je rappelle que vous êtes également président national des syndicats des conducteurs de moto-taxi du Cameroun, SICO Promotac. Oui, je suis président national des syndicats des moto-taxi du Cameroun, SICO Promotac, et leader des moto-taxi de Douala 5e, parce qu'à un certain moment, il faut rappeler que en ce qui concerne la vie de Douala, on a tablé les motos en termes de leadership. Voilà. Ça veut dire que les moto-taxis se sont rassemblés, ils ont choisi leur leader par arrondissement au niveau de la ville de Douala.
Voilà, nous allons donc prendre tout de suite la direction de Sao Paulo. Nous sommes là en Amérique du Sud, où nous attend le docteur Ngangoum Siewe Jean Reis. Il est... Bonsoir, bon dia, bon vidéo, docteur Ngangoum. C'est un très grand plaisir d'être avec vous, Monsieur Otto. Et ouais, c'est vraiment satisfaisant d'être dans cette émission avec tant de confrères et aussi d'amis, et de pouvoir partager mon expérience sur le coronavirus et pour qu'on essaye de trouver des solutions et essayer de diminuer un peu les dégâts. Voilà. C'est un très grand plaisir pour moi d'être avec vous. Docteur Ngangoum, il est 14h10 à Sao Paulo au Brésil. Merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes orthopédiste, spécialiste en chirurgie de la hanche à l'hôpital de Sao Paulo. C'est bien cela? Exactement. Je suis orthopédiste et spécialisé en arthroplastie de l'articulation de la hanche spécifiquement. Et en ce moment où on est commis par ce fléau, en fait, nous sommes tous appelés à retrousser les manches et à faire face au fléau. Docteur Ngangoum, Docteur Ngangoum, que nous faisons en fait. Docteur Ngangoum, on a vu des images qui nous viennent du Brésil, Sao Paulo, la plage de Copacabana est déserte. C'est le Covid-19. Quelle est la situation aujourd'hui au Brésil? Alors, en fait, notre premier cas a été détecté le 22 février. Et aujourd'hui, le 7 avril, ça fait presque un mois et demi, plus ou moins. On est passé d'un cas à 12 000 cas. Et en ce moment, on fait face à plus de 500 morts. Donc, les chiffres parlent d'eux-mêmes. C'est vraiment une maladie qui se contagie d'une manière catastrophique. Et ici, on a eu en fait deux booms, un peu comme dans tous les autres pays en fait. On a eu des cas spécifiques qui venaient en fait de l'étranger, parce qu'en fait le Brésil c'est un pays super miscigené. Et il y a beaucoup de personnes de différentes origines, asiatiques, européennes, africaines et tout cela. Donc, ça fait en sorte que le virus puisse parcourir tous ces continents et tous ces pays jusqu'ici au Brésil. Donc, notre premier cas a été en fait un cas d'un patient de 61 ans qui venait d'Italie et qui a porté la maladie ici. Et petit à petit, on a commencé à avoir des cas autochtones et à partir d'une contamination plus communautaire, je veux dire. Ce qui est bien plus difficile de contrôler en fait. Parce que quand vous avez un cas isolé à l'étranger, vous réussissez à travers les frontières à contrôler cette épidémie, contrôler cette pandémie, je veux dire. Mais dès lors que le cas il commence à être autochtone, il commence à avoir des contaminations plus communautaires, c'est plus difficile de savoir où ça a commencé, où le patient a été contaminé, et c'est plus difficile en fait de trouver des moyens de stopper le virus. Donc voilà. En fait, c'est plus ou moins ça la perspective en ce moment. Sao Paulo, qui est la capitale économique du Brésil, c'est l'endroit le plus touché en fait par la pandémie, bien évidemment parce qu'il y a un très grand flux de personnes qui viennent, soit par loisir, soit pour travail, soit même pour se soigner, parce que les plus grands centres médicaux sont ici. Donc on est plus frappé que tout le reste du Brésil, en fait. Et il y a certaines mesures qui sont en train d'être prises petit à petit pour essayer de diminuer la contamination. Oui. On a commencé une période déjà de confinement, ça fait près de 3 semaines. Le gouvernement a institué que des travaux qui ne sont pas jugés comme nécessaires, comme fondamentaux. Je veux dire, les médecins, les infirmiers, les aides-soignants, en fait, tout le staff
de l'hôpital, ça va des braves hommes qui travaillent dans le secteur du nettoyage jusqu'aux femmes dans la cuisine. Tous doivent continuer à travailler. Les personnes qui travaillent dans le génie civil aussi doivent continuer à travailler parce qu'ils ont été jugés comme être des postes, en fait, des travaux nécessaires pour le développement de la population. Les stations d'essence continuent à fonctionner, les pharmacies aussi continuent à fonctionner, mais en dehors de tout cela, nous sommes confinés, en fait. Il y a personne qui sort. Et ça, c'est déjà une des mesures qui a été prise. Bon, okay. Évidemment, il y a beaucoup de campagnes de sensibilisation pour éduquer la population à ne pas sortir à tout va, éduquer la population à savoir adopter des mesures d'hygiène, d'isolement, de distanciement social aussi, pour diminuer la propagation du virus. Dans l'hôpital, par exemple, où je travaille, on a fait une séparation, en fait. Parce que vous voyez, des patients qui sont commis par le diabète, ou qui sont hypertendus, ou qui ont d'autres maladies, qui ont des fractures du fémur ou du poignet, ne vont pas cesser d'aller dans les hôpitaux. Et ce que vous ne voulez pas, c'est admettre des patients qui viennent avec X maladies et qui ressortent avec le Covid. Parce que c'est un endroit où il y a le Covid, ce sont dans les hôpitaux, principalement dans les hôpitaux publics. Donc on a essayé de segmenter un peu le flux pour que des patients qui souffrent. Oui, on revient à vous dans un instant, Dr Ngangoum. Willy Kenyé, le Premier ministre a édicté 13 mesures. Si vous êtes là, c'est pour répondre à celle-ci. La mesure 9, les conducteurs de bus, de taxis et de mototaxis sont invités à éviter des surcharges dans les transports publics. Les forces de maintien de l'ordre y veilleront particulièrement. Pourquoi vous continuez de surcharger, vous les conducteurs de moto? Serge, il faut relever déjà que ça fait déjà une semaine. Nous, les responsables des conducteurs de mototaxi, vous l'avez constaté que nous étions sur le terrain, même avec le sous-préfet de Douala 5e, il y a une semaine quand même, pour sensibiliser nos camarades sur cette fléau de surcharge. Parce qu'il est important en ce moment que chaque personne, qui que tu sois, si tu es conducteur ou chauffeur de bus, vous devez vous plier aux 13 prescriptions du Premier ministre. Parce qu'il est anormal aujourd'hui qu'un individu ou un conducteur de moto-taxi surpasse la loi. Nous sommes dans une république et la pandémie aujourd'hui n'a pas de pitié. Je pense tout simplement que le problème de fond aujourd'hui, c'est qu'il faut relever une chose. Nous sommes dans un pays où beaucoup de personnes sont indisciplinées. Nous avions un secteur de moto-taxi où nous luttons chaque jour pour que ce secteur soit construit, pour que ce secteur soit organisé. Et il faut relever que nous ne pouvons pas à notre niveau arriver si nous ne sommes pas accompagnés avec l'appui des autorités. Donc je pense que les autorités devaient au moins prendre les responsabilités qui s'imposent pour que chaque personne se plie à ces 13 prescriptions. Vous voyez aujourd'hui les mesures qui ont été prises aujourd'hui par le ministre des Transports, je crois que c'est des mesures salutaires qui viennent à point nommé. Et je pense que chaque moto... Donc à partir de demain, tous les conducteurs de moto avec un masque? Il est important, même avant que le ministre ne prenne cette décision, je crois qu'il est important à chaque personne d'avoir un cache-nez. Pas parce qu'on veut faire plaisir à quelqu'un, mais parce qu'on veut préserver sa vie. C'est important. Je crois d'ailleurs que nous sommes fiers aujourd'hui. Un usager qui n'a pas de cache-nez, vous ne le portez pas? Il faut le relever. C'est dommage que je le dise sur votre plateau. Oui. Chaque personne doit avoir son cache-nez. Et je dis à tous les conducteurs de moto-taxi, à nos membres qui nous regardent en ce moment, chaque personne ce soir doit avoir son cache-nez et doit porter celui qui a un cache-nez. Il est important. Et j'ai vu certains mototaxis qui ont déjà des bouteilles d'eau sur leur mototaxi. Ça veut dire que c'est ceux qui ont déjà compris. Et je bouteilles d'eau pour faire quoi? Pour laver leurs mains, parce qu'il est important que chaque 2 heures... Et laver les mains des passagers aussi? C'est ça qui est difficile, mais on doit quand même faire l'essentiel. Je crois que même si on ne peut pas laver pour les passagers, il est important que chaque personne doit préserver sa vie. Avoir son cache-nez, avoir son désinfectant. Nous ne devions pas tout attendre de l'autorité. Et ce qui est marrant aujourd'hui, c'est que je me suis rendu compte, c'est que les Camerounais n'ont pas encore compris l'important, ou bien ce qui se signale comme danger. Alors, moi, j'ai l'impression que la plupart des Camerounais disent que c'est la maladie des Blancs. Ça tue plus les Blancs.
Alors, c'est un danger pour la République. Il est important que chaque personne aujourd'hui doit savoir qu'il y a un danger de mort. Corona n'a pas pitié. Corona est là pour terroriser le monde entier et surtout les Camerounais. Mephisto dit sur cette mesure, vous avez également constaté que les conducteurs de moto-taxi semblent... On voit les taximens, ils respectent une personne devant, deux derrière, mais le problème reste les conducteurs de moto-taxi. Qu'est-ce qu'il faut faire? Effectivement, le problème reste au niveau des conducteurs de moto. Je pense qu'il faut, en dehors de la sensibilisation, la communication qui est très importante, je pense qu'il faut quand même que les autorités policières fassent un travail important et le leader ici, à leur niveau également, ils doivent déjà montrer le danger à leurs camarades. Parce qu'on ne peut pas tout laisser toute la charge à l'État, et comme si l'État est le Deus ex machina qui peut tout faire et les autres ne font qu'encaisser. Non, je pense qu'il y a des mesures importantes au niveau de la communication, au niveau de la sensibilisation, et les leaders des syndicats doivent également faire des réunions pour que le message soit davantage véhiculé. Parce que, reconnaissons-le, les motos-taximans, les conducteurs de taxi, disent que c'est dur, ils n'arrivent plus à travailler. Il faut savoir que dans un contexte... Ils ont fait un petit calcul par rapport au litre du carburant. Oui, ils ont fait, on en reviendra certainement. Ils disent que c'est dur, ils n'arrivent pas à s'en sortir, mais je pense que la santé n'a pas de prix. À un moment donné, il faut être capable de travailler et de rentrer avec un peu moins de ce qu'on a l'habitude d'avoir. Il faut relever ici pour dire qu'en ce moment, les responsables des syndicats ont gagné quelque chose pour leurs membres. Il est important que chaque personne doit se plier par rapport à la surcharge. Je veux vous dire qu'actuellement, au niveau de la ville de Douala, monsieur le préfet du Vouri a pris les engagements avec les maires de la ville pour que l'impôt soit revu à la baisse pendant la période de la pandémie. Pour que tous les mototaxis qui ont été pris pendant la période... Voilà, on va revenir sur ces éléments que vous apportez. On va vous donner la parole tout à l'heure sur ces éléments d'accompagnement. Donc je disais qu'il faut une concertation au niveau de ces transporteurs-là. Il faut qu'ils discutent, il faut qu'ils sensibilisent davantage. Il faut qu'ils soient capables de surpasser le problème des recettes pour se dire non, il est question de préserver des vies. Parce que on ne le dit peut-être pas assez, ou alors ceux qui le disent, on pense qu'ils sont des ennemis de la République. Non. Je pense que s'il y a une chose que nous devons retenir depuis que le corona est arrivé au Cameroun, c'est que tout ce que le gouvernement a entrepris a, je peux dire, échoué. Okay. Parce que la première étape visait à empêcher... D'accord, on va revenir dans les détails tout à l'heure. Nous allons prendre la direction de Southport. C'est une banlieue de Liverpool où nous attend le docteur Doumbé, Narcisse et Kazer. Bonsoir, docteur. Bonsoir, M. le bonsoir à tout le monde, bonsoir à tous les Camerounais, bonsoir au monde entier. Je veux tout simplement dire que nous sommes mettre nos efforts ensemble contre cette épidémie. Vous m'entendez? Oui, allez-y. Ouais. Lutter contre cet ennemi qui est invisible et qui est vraiment présent. Pour une première fois, nous n'allons pas lutter l'un contre l'autre. Nous sommes tous ensemble contre un seul ennemi. Donc, chacun de nous doit se sentir concerné. Voilà, docteur Doumbé, vous êtes médecin urgentiste à Southport General Hospital, il a dit, une banlieue de Liverpool. On a appris hier l'entrée en soins intensifs du Premier ministre Boris Johnson. Quelles sont les dernières nouvelles? Et dites-nous la situation de manière globale du Covid-19 au Royaume-Uni. Oui, effectivement, Boris Johnson est entré aux soins intensifs hier. Selon ce que nous connaissons, il a été mis sous oxygène, mais il respire normalement sans oxygène maintenant. Et d'après les nouvelles, il paraît qu'il va s'en sortir, il se porte bien. Mais généralement, ce que nous connaissons, c'est que lorsque quelqu'un a les symptômes pendant 10 jours et qu'après les symptômes ne baissent pas d'intensité, il va plutôt
aux soins intensifs, c'est pas bon signe du tout. Mais nous continuons à prier que qu'il sorte. Aujourd'hui, nous avons eu, en Grande-Bretagne, nous avons eu un total nombre de morts de 786, ce qui a élevé le nombre total de morts à 6159 et le nombre total de cas à 55 242, je pense. Voilà. Oui, docteur Ndoumé, quelles sont donc les mesures que les autorités britanniques ont prises pour faire reculer cette épidémie chez vous? Oui, confinement. Les mesures sont les mêmes partout. Nous savons que c'est une épidémie et le virus est très contagieux. Le seul moyen de le combattre, c'est si vous regardez la courbe de l'épidémie, c'est une courbe comme une montagne. Le seul moyen, c'est d'essayer de faire tout pour que la courbe soit plate. Donc, essayer de ralentir l'infection. Tout ce que nous faisons, c'est demander aux gens aux personnes âgées de rester chez eux, seulement les personnes qui ont on appelle les personnes de travaux plus essentiels comme les médecins, les infirmiers, les aides-soignants, les employés de banque, peut-être les journalistes, et quelque part les gens qui vendent la nourriture. C'est là où le cas du Cameroun sera un peu difficile, parce que ici là c'est bien organisé, parce que nous avons les supermarchés sont organisés, mais au Cameroun avec nos marchés, je ne sais vraiment pas comment nous allons faire. Voilà. On a parlé d'un système de régulation des flux des consommateurs, ça c'est le point 7. Un système de régulation des flux des consommateurs sera instauré dans les marchés et les centres commerciaux. C'est visible, Fistondi? Oui, est-ce que c'est visible? Comme je suis confiné, j'avoue que je n'ai pas beaucoup visité ces coins-là. Oui. Ce que je voudrais, j'étais en train de le souligner. Oui, vous parliez des 3 éléments qui vous permettent de dire que c'est un échec. Tout à fait. Je dis, le dire ne signifie pas qu'on est l'ennemi du gouvernement ou qu'on est un opposant. Pourquoi vous avez besoin de préciser ça? Non, je dois le préciser. Vous savez que de plus en plus les gens deviennent réfractaires à tout ce qui va dans le sens de la contradiction constructive. Oui. C'est-à-dire que quand vous dites quelque chose qui ne s'aligne pas, les gens pensent que vous êtes un opposant belliqueux qui forcément lutte contre tout ce qui est dit. Non, il ne s'agit pas de ça. C'est pour ça que je suis obligé de faire cette précision. Oui. Donc, je disais que quand vous regardez le ministre, dans sa communication d'hier, a indiqué que nous sommes à la 3e étape. La première étape qui consistait à empêcher l'entrée du coronavirus au Cameroun. Nous sommes tous d'accord que cette stratégie a été poreuse. Elle a échoué. Et la deuxième étape, c'était d'empêcher justement que ceux qui viennent de l'Occident, qu'ils ne contaminent les populations locales. Nous sommes également forcés de constater que ça n'a pas été un succès. Aujourd'hui, nous sommes à la 3e phase, c'est-à-dire la phase de contamination communautaire. Et c'est à partir de là qu'interviennent les différentes mesures. Nous prions, évidemment, même si la prière peut paraître insipide lorsqu'il faut attendre qu'il y ait des actions concrètes. Donc, je dis que dans la stratégie du gouvernement, lorsqu'on dit aux gens, même si on ne dit pas clairement qu'il faut se confiner totalement, lorsqu'on dit par exemple qu'il faut fermer les débits de boissons à partir de 18h, on oublie un peu que les bars font des recettes à partir de 18h justement en montant. Et maintenant, dès que vous dites à un commerçant de fermer à 18h, le lendemain matin, les impôts sont devant sa porte. Vous voyez que c'est un peu en contradiction avec ce que le gouvernement a envie de faire, c'est-à-dire empêcher qu'il y ait davantage une contamination communautaire. C'est comme si on dit aux gens, n'allez pas dehors, et on vient avec le fouet, on les chasse de chez eux. C'est pour ça que je dis que c'est des éléments qui montrent quand même des failles dans la stratégie de riposte. Et je dis que ce que le gouvernement doit faire, c'est de prendre des mesures, par exemple, d'exonération des impôts. C'est de prendre
des mesures d'accompagnement des populations dans la stratégie de confinement. Je vais prendre le cas, par exemple, des enseignants. Ceux qui sont dans le privé, qui sont réduits. Le littoral a sorti une autre... Parce que vous êtes sûr qu'ils avaient les salaires pour payer. Okay. Et justement, on a demandé d'arrêter tout avant que cela ne soit payé. Okay. Et je ne vois pas un parent qui peut payer alors que les enfants sont à la maison. Je dis que le corona aujourd'hui... Non, je crois qu'on demandait de payer au début du deuxième trimestre. Oui, on demandait de payer. Je crois que le corona aujourd'hui est en train de montrer au monde entier, à l'Afrique, aux dirigeants africains, l'échec cuisant des 30 ans d'ajustement structurel. On reviendra peut-être là-dessus. On va revenir. On prend la direction de Liège où nous attend le docteur Pegnem Mathurin. Bonsoir, docteur. Bonsoir. Voilà, docteur Pegnem, vous êtes urgentiste, cardiologue. Vous travaillez pour Vivalia, le principal groupe hospitalier de la province du Luxembourg. Nous sommes en Belgique. Vous travaillez également au CHU de Liège, en Belgique. C'est bien cela? Tout à fait. Vous avez bien résumé la situation. Donc, je travaille essentiellement pour les deux grands groupes, le groupe liégeois et le groupe du sud de Luxembourg de Belgique, dans le groupe Vivalia. Voilà. La situation en Belgique aujourd'hui, on n'entend pas beaucoup parler en termes de bilan, hein, contrairement à vos voisins d'Europe. Quelle est la situation aujourd'hui en Belgique? La situation aujourd'hui en Belgique est maîtrisée. Donc, suite à la décision du gouvernement belge de confiner le peuple belge et tous ceux qui vivent en Belgique, on a vu une réduction progressive du nombre d'hospitalisations et une stagnation des chiffres de mortalité liés au coronavirus. Donc, on peut estimer aujourd'hui que la situation en Belgique est maîtrisée, mais maîtrisée sous confinement. Voilà, en tant qu'urgentiste, docteur Pegnem, vous êtes sûrement débordé, hein? On a été relativement bien organisé, donc les structures... Ah, c'est passé cette période où il y avait beaucoup de boulot, là, c'est passé? La situation est maîtrisée, vous le disiez tantôt? Oui, tout à fait. On a eu un pic il y a à peu près 10 jours, donc maintenant on sent lentement que la situation s'améliore. Les prises en charge restent relativement lourdes en tant qu'urgentiste parce qu'il faut se protéger soi-même, protéger les patients. Donc toutes ces mesures rallongent du temps en fait dans les prises en charge, mais on peut estimer aujourd'hui que nous sommes mieux qu'il y a 10 jours. Ok, docteur Pegnem, il y a des patients, des personnes qui arrivent pour des tests et d'un autre côté il y a des patients qui sont positifs. Comment vous gérez tout ça? Donc, ici en Belgique, la situation est un peu délicate. Suite à un nombre insuffisant de réactifs, nous ne pouvons malheureusement pas dépister tout le monde. Donc, l'organisme national qui est en charge des mesures de santé publique a édité toute une série de lois qui permettent alors de savoir quels patients on pourra dépister ou non. Mais ce n'est toujours pas facile de dépister les patients et en plus de leur dire, voilà, vous, suite au dépistage, vous avez tel souci. Les patients ont l'impression qu'il y a un monde qui s'effondre en fait. C'est comme si on leur annonçait un arrêt de mort. Tellement la réputation de ce coronavirus est néfaste. Voilà, docteur Pegnem, quel regard vous posez donc sur vos voisins européens qui enregistrent un fort taux de mortalité suite à cette épidémie? Comment vous regardez tout ça, tout ce qui se passe en France, en Espagne et en Italie? Comment vous regardez ça depuis la Belgique? Depuis la Belgique, en fait, on est relativement surpris par la faillite du système italien. Donc, le système italien a malheureusement bu l'eau, comme on dit au Cameroun, et on ne s'y attendait pas. Maintenant, l'Italie a eu la malchance d'être le premier pays européen à être touché par le coronavirus et dont le système de santé n'a pas eu le temps de se mettre en place. La France, quant à elle, souffre d'un manque de lits de réanimation. Il faut savoir qu'en France, par tranche de 1000 habitants, vous n'avez que 2,4 lits de réanimation. De manière comparative, la Belgique est à peu près à 5,8. Donc la Belgique a plus de 2 fois de lits de réanimation que la France. Et l'Allemagne fait encore mieux. Est-ce que ce n'est pas en termes de population aussi, hein? La France, c'est plus de 60 millions d'habitants. Très loin de la Belgique. Oui, d'accord, mais c'est rapporté par milliers d'habitants. Donc, on tient compte de la différence du nombre de population, en fait. Donc, si vous ramenez par 1000 habitants, que ce soit en France, en Belgique ou en Allemagne, l'Allemagne, en fait, dispose de beaucoup plus de lits de réanimation que la Belgique, qui dispose de plus que la France.
Et en fait, la faillite des systèmes de santé a été en fait la faillite de ces lits de réanimation, l'incapacité de plusieurs pays à avoir assez de respirateurs. Donc, c'est ce qui justifie essentiellement les mortalités élevées en Italie, en Espagne, et la France qui a été très mal il y a à peu près une semaine, qui maintenant va mieux grâce à l'aide de l'Allemagne. Ok. Voilà, on revient à vous dans un instant. Willy Kenyen, vous parlez des mesures d'accompagnement avant d'arriver l'autorité préfectorale. C'est ça, je voudrais dire tout simplement que chaque mototaxi, chaque transporteur en ce moment doit être conscient parce que nous, à notre niveau, on ne dort pas, on plaide parce qu'on sait qu'en ce moment, il est tellement difficile pour ces transporteurs, ces conducteurs de mototaxi qui passent des moments difficiles. Le mototaximan qui pourrait avoir facilement une petite recette et il faut relever aujourd'hui que 70% des mototaxis aujourd'hui sont des chauffeurs et rendent compte à leur patron, ce qui rend la vie encore difficile. Nous avions essayé de plaider à notre niveau pour que... vous dites 70%? Je dis 70% sont des chauffeurs, des gens qui ont des motos... Ils ne sont pas propriétaires. Ils ne sont pas des propriétaires. Oui. Alors nous avions essayé de plaider auprès du Premier ministre pour que le Premier ministre, le gouvernement puisse baisser au moins le carburant. Je crois que c'est en étude, on nous a dit que c'est en étude en ce moment, mais nous avons obtenu, en ce qui concerne la ville de Douala, auprès de monsieur le préfet de Vouri, certaines facilités. Je crois que les conducteurs de moto, en ce moment, doivent bénéficier d'une marge en ce qui concerne l'impôt libératoire et stationnement. Il y a eu une réunion qui était prévue aujourd'hui, dont le préfet a convoqué les maires pour qu'il y ait une étude dans ce sens-là. Et il faut relever que les mototaxis qui ont été arrêtés dans le cadre de cette pandémie, et automatiquement se retrouvent les motos qui se retrouvent en fourrière ou dans les brigades. En fourrière, pourquoi? Pour surcharge. Alors, le fait de les remettre ces motos veut dire tout simplement que l'autorité a pris les mesures de résoudre un certain nombre de problèmes. Il revient aux conducteurs de moto en ce qui les concerne, que chaque personne sache que désormais, la loi doit s'appliquer sur tout le monde. Chaque mototaxi doit se préserver vis-à-vis des 13 mesures qui ont été prescrites par le chef du gouvernement. Je crois que, en ce qui concerne la décision de M. le ministre des Transports aujourd'hui, demain, chaque mototaxi, avant de sortir chez lui, doit prévoir sa part de cache-nez. Et nous en félicitons aujourd'hui que le maire de la ville a prévu autant de masques aussi pour les conducteurs de moto qui doit être partagé gratuitement, je crois, entre demain et peut-être jeudi. Donc nous disons qu'avant que le maire de la ville ne remette les masques, et il faut relever ici, en félicitant le maire de la ville, nous avons reçu comment on appelle les désinfectants qui ont été remis hier par le maire de la ville. Donc nous avons remis à chaque secteur les désinfectants et nous continuons à sensibiliser nos camarades. Le bâtiment aujourd'hui c'est un fléau qui doit permettre à chaque mototaxi d'être infecté. Donc il revient à chaque mototaxi de se plier, de faire très attention. Et le plus important c'est même pas le surcharge, c'est il faut dire la propreté avant tout. Okay. La propreté, chaque mototaxi doit savoir qu'aujourd'hui l'hygiène c'est un mal laissé, on ne doit pas s'en passer. On doit être propre lorsqu'on sort de chez lui. Et vous avez parlé des marchés aujourd'hui, il faut dire que l'État est tellement embarrassé, Serge. Je ne pleure pas pour nous, les grandes personnes, je pleure pour nous qui avions des enfants. Et aujourd'hui, je crois qu'on a pris les décisions pour dire qu'on renvoie les enfants à la maison. Serge, il faut constater aujourd'hui que les enfants se retrouvent dans des conditions inquiétantes. Ils sont dans les marchés? Les enfants, même dans les marchés, sont dans les rues, sont partout au quartier, sont en train de jouer avec n'importe qui. À qui la faute? Alors moi, je voudrais que le gouvernement, en ce moment... À qui la faute? Non, on ne peut pas tout rejeter au gouvernement parce non, que... Non, ce n'est pas ce que je dis. Non, la responsabilité incombe nous les parents. Voilà. Nous les parents. Donc il est important que chaque parent doit prendre les mesures à son niveau pour que la maladie, pour que la famille soit préservée de ce qui est en train de se passer. Il faut que notre... Mephistondi, oui, il a dit qu'on va beaucoup, l'enseignant a dit qu'on va beaucoup prier, mais je crois qu'aujourd'hui, même la prière, nous devions se méfier, nous devions nous préserver, nous devions nous protéger contre cette pandémie. Je crois qu'il est urgent et j'appelle tous les autorités à nous accompagner pour notre mission, parce que notre mission, elle est tellement difficile. Nous avons des milliers de mototaxis. Il faut dire que nous, en tant que responsables, nous maîtrisons seulement 50% des mototaxis dans la ville de Douala. Et les autres sont des électrons libres. Direction Sao Paulo, nous attend une fois de plus le docteur Ngangoum Siewe. Docteur Ngangoum, il y a quelques semaines, on a vu le président du Brésil, Jair Bolsonaro, se balader dans les rues sans cache, sans masque et tout ça. Est-ce qu'il peut encore le faire aujourd'hui? C'est assez compliqué en fait parce que c'est le chef de l'État et c'est contradisant parce que en fait le ministère de la Santé ici
adopte une position assez différente de celle du président, en fait. Les mesures de confinement ont déjà été prises, ça fait 3 semaines, mais le président juge que, en fait, pour ne pas créer une crise économique, parce que après 3 semaines, évidemment, il y a beaucoup de personnes qui perdent leur emploi déjà. Il manque déjà de la nourriture sur les tables dans les quartiers de périphérie et autres. Après 3 semaines, il faudrait déjà que le pays recommence à fonctionner, selon le président. Mais on sait que la pandémie, elle est réelle et le danger aussi est réel. Donc, il n'y a pas moyen de retourner à s'exposer, il n'y a pas moyen de revenir sur le distanciement social. Le ministère de la Santé a une position et le président a une autre. Pour l'instant, on maintient le confinement malgré les décisions que le président a prises ces derniers jours-ci. Voilà. Et c'est ça. Voilà. Quelle décision? Dites-nous davantage, Dr Ngangoum. Est-ce que le port du masque est obligatoire de ce côté, chez vous, au Brésil? Bon, le port du masque, il est important. Il est fondamental chez les professionnels de santé, en fait, les médecins, les infirmiers et les aides malades, en fait. Dans les hôpitaux où je travaille, nous, on a accès au masque au N95 qui protège plus contre les infections virales et autres. Les médecins et les infirmiers, tous les fonctionnaires qui travaillent dans les soins intensifs doivent avoir les équipements de protection individuelle, les lunettes, les habits adéquats, mais tout autre. Et évidemment, il faut respecter les mesures sanitaires. Il faut se laver les mains, il faut utiliser l'alcool en gel à 70%. Et en dehors de tout cela, dans les propres hôpitaux, il faut maintenir ce qu'on appelle un triage pour dévier tous les patients qui sont porteurs de symptômes respiratoires. Parce que, en fait, ce ne serait pas adéquat qu'un patient entre dans l'hôpital avec une fracture de fémur ou alors avec une crise hypertensive et ressorte avec le Covid-19. Donc, il y a une porte d'entrée spécifique pour des patients qui sont atteints de symptômes respiratoires, quel que soit le type, et une porte d'entrée pour les autres personnes, de telle manière que on essaye d'éviter le contact, en fait, entre les patients qui sont sains de Covid et les patients qui ont le Covid, qui ont des symptômes respiratoires divers. En dehors de cela, dans les villes, dans les grandes villes, en dehors du distanciement social, il y a des points de sensibilisation dans la télévision, à travers la télévision, pour éduquer la population d'une manière générale. Et le gouvernement a fait appel, en fait, à tous les professionnels, pas seulement les médecins qui travaillent dans le secteur d'urgence, les chirurgiens, les néphrologistes et tout le monde, dans le cas où on serait en train d'affronter une situation extrême, où il y aurait un boom dans tous les hôpitaux et ce sera nécessaire d'avoir des professionnels formés pour prendre soin de tous ces patients-là. Ok. Dr Ngangoum, vous avez parlé de 3 semaines de confinement. Est-ce que vous avez comme l'impression que les chiffres, que la pandémie l'épidémie est en train de reculer au Brésil? En fait, là maintenant, nous sommes à la seconde phase, comme je vous l'avais expliqué au préalable. Durant la phase de contamination communautaire, où on commence à avoir des cas autochtones, c'est un peu plus difficile de contrôler, parce que vous ne savez pas qui a passé le virus à qui. Donc, la seule manière d'intervenir, c'est à travers des méthodes d'hygiène et de confinement. Avec le confinement, réellement, ça a un peu freiné. Il y a une diminution, autant pour moi, d'incidence de la maladie. Mais elle continue haute. Pourquoi? Parce que
ici au Brésil, en fait, dans les villes cosmopolites comme à Sao Paulo, il y a des gens de différentes régions du monde et des gens qui sont issus d'autres villes, en fait. Je ne voudrais pas dire des villages, mais d'autres villes un peu plus éloignées de Sao Paulo qui viennent ici pour travailler, pour diverses choses. Ces gens-là, au début de la pandémie, en fait, ont dû retourner dans leurs villes respectives. Et ce retour dans les villes respectives a fait en sorte que des personnes qui vivaient dans les localités un peu plus éloignées soient commis par le virus. Donc, en ce moment, dans les grandes villes comme à Sao Paulo, à Rio de Janeiro, l'incidence de la maladie est en train de baisser, mais par ailleurs, on voit que l'incidence commence à augmenter un peu. Donc là aussi, il y a des mesures qui sont en train d'être prises. Merci, Dr Ngangoum. On revient à vous dans un instant. Mephisto dit, Dr Ngangoum dit que le gouvernement brésilien a fait appel à tout le monde. Effectivement, si le pays est en guerre. Oui, le pays est effectivement en guerre. Et j'appelle également le gouvernement camerounais à une action concertée. Je vais prendre le cas, par exemple, du ministère des enseignements secondaires. Le confinement des élèves, aujourd'hui, c'est un saut vers l'inconnu. Oui. Or, on ne peut pas indéfiniment garder les enfants à la maison et on ne peut non plus déclarer une année blanche. Ce que je pense qu'il serait logique de faire, c'est que, avec les différentes fiches de progression des enseignements, oui, le ministère de l'enseignement secondaire peut par exemple décider d'organiser les examens officiels. Je vais prendre le cas. Et là, on ne peut pas les organiser en masse, comme ça a souvent été le cas. On peut prendre par exemple, je prends le cas des classes de 3e, on peut dire par exemple que les 3e séries allemandes vont composer telle semaine, pour éviter qu'il y ait les agglomérations de plusieurs personnes. Qu'est-ce qu'on fait des épreuves? Non, à ce moment-là... Espagnols, ils auront d'autres épreuves? Non, ce sera les mêmes épreuves. Non, ce ne sera pas les mêmes épreuves. C'est-à-dire que... Pourquoi on va donc évaluer sur deux... Non. Pour une même leçon, on peut avoir plusieurs épreuves. Il est possible d'avoir plusieurs épreuves. Donc je dis que il faut que le gouvernement, en ce moment-ci, puisque nous avons fait un saut vers l'infini, vers l'inconnu, oui, il faut que le gouvernement s'arrange à boucler l'année scolaire avec Est-ce que ça dépend du gouvernement? C'est le virus qui dicte. Bien sûr. C'est lui le patron du monde. Le virus est devenu le patron du monde. Voilà. Mais il faut tout s'est arrêté. Il a dit. Tout s'est arrêté, mais il faut donc justement. Il a dit arrêter. Tout est arrêté. Il faut justement anticiper. Il faut anticiper. Ce n'est pas. Nous ne devons pas accepter que le virus continue de nous dicter sa loi. En faisant quoi? Non, justement, en arrêtant tout. Donc c'est pour ça que j'ai dit qu'au niveau du ministère des enseignements secondaires et même du Minebas, le gouvernement peut décider d'organiser des examens pour qu'on évite le cas d'une année blanche. Parce qu'en même temps aussi, en gardant les enfants à la maison, il y a l'oubli. Je vous assure que ce n'est pas évident. Vous venez de dire quelque chose là, vous dites qu'il y aura 2 épreuves pour le même examen. Non, c'est-à-dire que si on dit le BEPC espagnol, on compose des épreuves pour ceux qui font espagnol BEPC. Et maintenant, ceux qui viennent donc faire allemand, on va également, la semaine qui suit, on prépare également des épreuves pour eux. Ils sont évalués et puis on corrige. Et on fait la même chose au probatoire, on fait la même chose au bac. Je vous dis qu'il y a un danger. Je vous mets au défi. Et peut-être le temps, je souhaite que le temps ne me donne pas raison. Vous allez voir que d'ici, quand on va dire, OK, les enfants peuvent repartir, admettons qu'on arrive à un pic et qu'on renvoie les enfants à l'école, je vous assure que ce sera comme si on recommençait tout à zéro. Parce qu'ils sont à la maison, je doute fort que 30% visitent leur cahier. Donc je dis qu'il est temps que le gouvernement prenne une décision forte en ce qui concerne l'année scolaire et qu'on arrête. Vous êtes enseignant, vous avez rompu tout lien avec vos élèves? Oui, on a tout arrêté. Il n'y a pas une plateforme qui nous met en contact direct avec nos élèves. Qui doit le faire, le gouvernement? Normalement, c'est le gouvernement qui doit le faire. Et même si le gouvernement le fait, ça va être utile uniquement dans les grandes villes. Imaginez-vous des enfants
qui fréquentent. Moi, j'ai fait une partie de mon enseignement secondaire dans mon village, où je partais du village pour la ville. Est-ce que vous imaginez que si un enfant comme celui-là est décidé, est confiné dans son village, il ne viendra pas en ville et forcément il ne sera pas en contact. Donc je dis que c'est difficile. Il est temps que le gouvernement prenne des mesures fortes pour que l'année scolaire s'arrête et qu'on évite l'année blanche. Parce que le risque de prolonger, de garder continuellement les enfants à la maison, c'est qu'ils vont tout oublier et quand on va reprendre, ce sera comme si on commençait une nouvelle année. Et je dis que ça fait partie des mesures que le gouvernement devrait normalement prendre pour lutter contre... Les parents ne jettent pas un coup d'œil dans les... Non, c'est difficile. Combien de parents... Vous avez des parents qui sont sous-lettrés. Vous avez un parent qui est sous-lettré et qui a un enfant qui est en classe de terminale. Qu'est-ce qu'il peut bien lui dire? Et je puis vous dire qu'il y a même des enfants qui ne prennent pas des leçons. Donc, à cela, il faut bien qu'on trouve la possibilité d'arrêter l'hémorragie au niveau des enseignements. Enseignement de base, enseignement secondaire. Parce que je dis, le danger de ça, c'est l'oubli. Parce que nous sommes rendus à ce jour très peu d'élèves. Si on fait un sondage, je suis convaincu que c'est à peine 20% qui visitent leur cahier. Ok. Direction Liverpool, docteur Ndoumbe Narcisse, bonsoir une fois de plus. Quelles sont les mesures qui ont été prises par les autorités britanniques pour faire reculer la pandémie? Ce que vous savez, c'est laver les mains temps, de ne pas toucher certaines surfaces, de ne pas faire ce qu'on appelle le social distancing, c'est-à-dire être au moins à 2 mètres de n'importe quel interlocuteur que vous avez. Toutes ces mesures-là visent à aplatir la courbe de transmission. Parce qu'à un certain moment, vous voyez que certainement les soins de santé et les autorités seront submergés. Vous suivez votre collègue qui disait tout à l'heure, je ne sais pas si vous disait tout à l'heure qu'il faut rouvrir les écoles. Ça serait un peu dangereux. Parce qu'aujourd'hui, le Cameroun a 658 cas avec 9 morts. Ça, c'est le niveau où la Grande-Bretagne était il y a 3 semaines. C'était en 21 morts, comment il y a 3 semaines. Et aujourd'hui, nous sommes à plus de 5000 morts. Si on rouvre les écoles de nouveau, je pense qu'on pourra tenir. Les gens ne comprennent pas encore que la situation que nous avons là maintenant est équivalente d'une guerre. Peut-être parce qu'on ne peut pas les balles passer partout. C'est des balles qui passent partout, n'importe qui. Il faudrait que les gens se fassent une guerre mondiale. Voilà, docteur Ndoumbe, il y a beaucoup de morts chez vos voisins européens, l'Italie, la France, l'Espagne. Comment vous percevez tout ça? Il y a une certaine psychose en Grande-Bretagne par rapport à ces scores-là? Oui, il y a une psychose. Il y a des gens, lorsque quelqu'un a un petit mal de tête, une petite fièvre, on a peur. Parce qu'on voit des gens mourir tous les jours et contrairement à ce que les gens disaient avant, ça tape tout le monde, qu'on soit nouveau-né, qu'on soit vieillard, qu'on soit bien portant, ça tape tout le monde. En Italie, nous sommes déjà, je crois que j'ai les chiffres devant moi ici, en Italie, nous sommes déjà à 13 523 morts déjà. En Espagne, ils sont à 13 887 morts. On n'a même plus de place à la morgue, on n'a même plus de place pour enterrer nos morts. Donc c'est la psychose générale, tout le monde a peur. Et ce qui est le plus dangereux, c'est que nous ne maîtrisons même pas encore le virus lui-même complètement. Les traitements sont essayés de par-ci par-là, mais personne n'est encore sûr. C'est les observations, mais il n'y a aucune méthode scientifique qui prouve que tel médicament est bien ou alors marche. Donc, je pense que nous devons continuer à rester chez nous, prendre conscience, tout un chacun doit prendre conscience que l'heure est grave, ça peut attraper tout le monde. Et c'est à nous tous de nous mettre dans la pâte
et savoir que nous avons un ennemi commun et tout le monde est responsable pour lutter contre ce virus. Si nous voulons laisser que c'est les autres ou alors le gouvernement, vraiment, ça sera terrible au Cameroun. Je vous parlais tantôt des marchés. Je ne sais pas comment est-ce que le Cameroun fera lorsqu'il faudra peut-être isoler tout le monde et que les gens aillent au marché. Chaque jour, je me casse la tête de savoir comment est-ce que sera la formule magique. Voilà, Dr Ndoubé, le locataire du 10 Downing Street, Prime Minister Boris, est quand même le premier haut dignitaire mondial à être victime du Covid. Je reviens à vous après le journal, parce qu'il est déjà là, Cédric Noufélé. Bonsoir Cédric, comme menu ce soir. Bonsoir Serge Alain, bonsoir à vos invités. Ce soir, au-delà des 43 personnes qui ont retrouvé la santé après avoir contracté cette maladie à coronavirus et des 27 nouveaux cas positifs enregistrés, des parlementaires s'interrogent dans le journal de 20h sur le plan de riposte mis en place par le gouvernement. D'aucuns questionnent ces chiffres officiels, d'autres souhaitent davantage en savoir sur la procédure de traitement et également de prise en charge médicale. En plus d'émettre des réserves, ils font des propositions pour amener le gouvernement à améliorer son action visant à lutter contre cette pandémie de coronavirus au Cameroun. Nous évoquerons la situation dans la région de l'Ouest, notamment dans le Honkam, là où plusieurs Européens étaient dans un village où ils ont transmis cette maladie à coronavirus à d'autres personnes. Du coup, c'est la psychose dans cette localité de Bankou, située dans le département du Honkam. Nous en parlerons ce soir. Et les Camerounais aussi s'interrogent, qu'est-ce que signifie la transmission communautaire? Quel est son impact en ce moment où le Cameroun passe au niveau stade 2, au niveau 2 de l'évolution de la pandémie? Nous en parlerons ce soir. Et une question qui reste en suspens, comment la fête de Pâques va-t-elle être célébrée dans ces circonstances? L'archevêque métropolitain de Yaoundé, Monseigneur Jean Barga, répond aux questions d'Equinox Télévision. Vous le suivrez dans le journal de 20h. C'est Jalin. Voilà, Cédric Noufélé, vous parlez de transmission du Covid-19 à Bakou. Effectivement, là où il y a eu plusieurs cas positifs qui ont été signalés, notamment des étrangers venus d'Europe pour assister les populations dans un centre social. Et après des enquêtes, ils ont été détectés positifs et le village, ou du moins certaines parties de ce village, ont été pratiquement placées en quarantaine. Et là-bas, c'est la psychose de la part des populations. Autorités administratives se mobilisent pour tenter de les rassurer. Nous en parlerons dans quelques instants. Voilà, madame, monsieur, c'est dans la fin de cette première partie Equinox Soir. On se retrouve après le journal de 20h de Cédric Noufélé pour Equinox Soir. Deuxième partie, ce sera le temps du débrief. Madame, monsieur, dans un instant, de 20h, d'Equinox.